Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une bataille d'images entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Tout s'est joué aujourd'hui sur le site Whirlpool d'Amiens. Bousculé au départ, le candidat d'En Marche a tenté d'expliquer son projet, sa vision et de désamorcer une situation très tendue. Et plus largement, c'est un duel acharné sur le fond et la forme entre les deux candidats. Le débat est à suivre avec de nombreux invités à notre compagnie pour en parler. À une dizaine de jours du second tour, cette question ce soir, va-t-on vers un profond renouvellement politique? Changer les têtes, oui, mais pour quel vrai changement de système? Sur ce sujet, le match des idées opposera tout à l'heure le sociologue Mathieu Bock-Côté à Claude Posternac, fondateur de l'important.fr. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir nos invités pour le débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Cécile Sixou. Mauvaise nouvelle, après un mois de baisse, les chiffres du chômage sont en forte hausse en mars avec 43 700 demandeurs d'emploi supplémentaires. Une augmentation essentiellement due au non-renouvellement des contrats courts. Une fin difficile pour le gouvernement qui avait axé le quinquennat sur la lutte contre le chômage. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dévoilera-t-il son choix pour le second tour ? La réponse est non. Le candidat de la France insoumise gardera secret son vote, une manière de ne pas donner l'idée qu'il s'agit d'une consigne. En tout cas, hors de question pour lui de voter pour Marine Le Pen. Ça n'est pas un nini, c'est pas Macron-Le Pen égale Macron égale Le Pen, c'est pas ça notre. D'ailleurs dans les options vous le voyez clairement. Et je le dis clairement, vous l'avez vu dans le texte que nous présentons, il ne faut pas voter Front National, il ne faut pas. Le candidat battu a lancé une consultation auprès de ses militants. Les résultats seront publiés le 2 mai. Nicolas Sarkozy. Non, il n'a pas l'intention de revenir en politique, mais vu la situation exceptionnelle, Nicolas Sarkozy appelle à voter Emmanuel Macron. Un choix de responsabilité contre Marine Le Pen et les risques de son élection, mais pas pour autant un blanc-seing pour le projet d'Emmanuel Macron. L'ex-chef de l'État souhaite que les Républicains pèsent sur les législatives. Manifestation. 1 minute de silence. La colère ne retombe pas 6 jours après la mort de Xavier Jugelé. Plusieurs centaines de policiers ont défilé à Paris. Une manifestation pour faire entendre leurs revendications aux deux candidats à la présidentielle. On veut absolument être reçu dans les plus brefs délais au regard de ce que la France traverse, au regard de ce que l'institution de police traverse. Il nous est, pour nous, et il est primordial qu'on soit entendu par effectivement le premier homme, le chef de l'État en personne. Parmi les mesures réclamées, une augmentation de 150 € par mois, ainsi que davantage de protection et de reconnaissance. Déclaration. Le recours au sarin ne fait aucun doute. La responsabilité du régime ne fait pas de doute non plus, compte tenu du procédé de fabrication du sarin utilisé. En 2013, je rappelle que la Syrie s'est engagée à ne plus utiliser d'armes chimiques contre sa population et a même ratifié la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques. Aujourd'hui, elle est en violation claire de cette convention ratifiée par 192 États dans le monde, c'est-à-dire quasiment tous les États. Et dans l'actualité, on a très souvent parlé de la bataille des programmes, des projets dans cette émission. Nous allons évoquer ce soir plutôt une autre bataille redoutable, celle des images, de la forme qui a son importance aussi. Et tout s'est joué aujourd'hui sur le site Whirlpool d'Amiens. Marine Le Pen est venue défier Emmanuel Macron. On va parler évidemment de l'ensemble de cette séquence et plus largement de la bataille de la communication avec nos invités ce soir. Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'agence Le Board, enseignante également en communication politique à Paris 13. À vos côtés, Jacques Isabello, bonsoir. Cofondateur de l'agence de communication Coriolink. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Communicant, président de MCBG Conseil. Et Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Président de l'Institut Pauling Vox. Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va revenir sur cette folle journée à Amiens des deux candidats. C'est une journée qui marquera la campagne du second tour.
Elle commence ce matin avec une rencontre studieuse entre Emmanuel Macron et les représentants de l'intersyndicale de l'entreprise Whirlpool. À 13h, coup de théâtre, Marine Le Pen arrive à l'improviste devant l'usine et ne se prive pas d'un bain de foule. Emmanuel Macron venait ici et qu'il n'entendait pas rencontrer les salariés, qu'il n'entendait pas venir sur ce piquet de grève, mais qu'il allait à l'abri dans je ne sais quelle salle de la chambre de commerce pour rencontrer 2-3 personnes triées sur le volet, eh bien j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool. Très rapidement, Emmanuel Macron réagit et annonce à son tour qu'il se rendra dans l'après-midi à la rencontre des grévistes. L'accueil est hostile, des sifflets, des échanges tendus. Mégaphone à la main, le candidat peine dans un premier temps à se faire entendre. Le redressement de la France, il va prendre du temps. Il va être difficile. Mais non! Mais je sais bien que le combat, il se fait là. Mais je ne vous fais pas de promesses en l'air. Et je reviendrai. Et je reviendrai pour rendre compte. Plus tard, loin de la presse, il entame un dialogue long avec les salariés. Après une demi-heure d'échange, le candidat réussit à apaiser la situation. Contrairement à François Hollande en 2012 à Florange, Emmanuel Macron est venu, lui, sans promesse. La séquence marque un tournant de ce second tour et rappelle que rien n'est joué. Et on va pouvoir prendre un peu plus de recul ce soir pour que vous nous livriez, chacun, les unes et les autres, eh bien, votre première impression, le bilan de cette séquence, Philippe Moreau-Relais. C'est une séquence qui est assez mauvaise pour Emmanuel Macron parce qu'il a mis du temps à démarrer dans sa campagne. Il va à Amiens, qui est sa terre natale, et là, il y a une espèce de hold-up de Marine Le Pen qui arrive sur son terrain, qui le précède près des ouvriers, qui fait 1 milliard de selfies en étant très bien accueilli. Et lui, quand il arrive, il est sifflé, il est hué, etc. Il a bien retourné la situation à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, il a montré qu'il était capable d'instaurer un dialogue avec eux et d'avoir un dialogue apaisé et de sortir en serrant des mains et en n'étant pas dans un affrontement. Mais le début a été assez terrible. Le problème de la campagne de Macron, c'est qu'on a un peu la même impression qu'après Fillon, quand il a gagné le premier tour. C'est-à-dire cette espèce de nécessité d'avoir un second souffle et l'impression qu'il n'y a pas eu de stratégie, qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on allait faire après. Votre analyse, Jacques Isabello? Je crois qu'il a craché en l'air un peu avec le dossier de Whirlpool à Amiens et ce crachat vient de lui retomber dans les yeux là. C'est un originaire de Amiens. Ses parents sont nés là-bas, ont travaillé là-bas, il a vécu là-bas. Il n'y est jamais allé. Depuis le 24 janvier, les syndicalistes nous ont dit qu'ils étaient prévenus du dossier. Ils ont fait une réunion à Paris où ils ont convié l'ensemble des candidats et ni Emmanuel Macron ni personne ne s'y est rendu. Et là, comme l'a dit Philippe, il a été devancé sur l'ensemble des séquences. Et nous, quand on briefe des patrons d'usine, on leur explique 2-3 trucs. Et puis surtout, on leur dit, voilà, la pire des choses, c'est l'image avec les pneus qui brûlent. Parce que, pour faire simple, c'est votre image qui brûle. Et là, il s'est retrouvé avec les « ouais, Macron, machin ». Il s'est retrouvé avec les fumigènes. Il s'est retrouvé avec des gens qui l'ont entouré. Donc, il a été écrasé. Cette image jupitérienne, cette image de président qu'il est en train de construire, là, aujourd'hui, elle a été malmenée. Il n'a pas été bon du tout. Et sur la séquence d'avant, on a retrouvé une espèce de techno dans une chambre de commerce avec 18 mètres entre lui et ses opposants. Et c'était terrible parce qu'il ne maîtrisait rien. Et donc, il sort blessé de cette séquence. Jackie, sur la séquence d'après. Il est en récup, il est réactif et non pas proactif. Donc, c'est vrai que Marine Le Pen, elle est arrivée, elle a fait des selfies, tout va bien, les amis. Moi, je suis venu, vous avez vu, en plus, c'était pas du tout programmé. Bon, ok. J'avais amené les croissants et les tracts, mais je n'avais rien programmé. Et lui, il était totalement en récupération. Et un point important, c'est que la communication, c'est comme le droit. C'est-à-dire que ça se mesure en comparaison. Et la comparaison, depuis la fin de la semaine dernière, c'est Emmanuel Macron, fier de lui, qui célèbre sa victoire. C'est Marine Le Pen qui se lève à 4 du Mac, à Potron-Minet, pour aller à Rungis. Et elle le devance sur le terrain de Whirlpool. Donc, Emmanuel, muscle ton jeu si tu veux demain devenir président de la République. Parce que pour l'instant, c'est un peu... On va en parler. Il a peut-être fait ce soir à Arras un meeting, mais d'abord, votre regard à vous, Anne-Claire. Alors bon, là, pour l'instant, on commente la communication politique. Certes, la course un peu de petits chevaux. Ce qu'il faut peut-être dire en premier, c'est que c'est une instrumentalisation des ouvriers en premier état de cause, d'un camp comme de l'autre. Donc ça, c'est le préalable un peu à tout ça. Le deuxième cas, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle fait du catch.
au sens mythologie, l'ouvrage de Roland Barthes, quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive, on voit la ficelle, c'est très gros, elle arrive avec ses... au contraire, je trouve que c'est très préparé. Elle arrive avec ses sympathisants qui scandent des Marine présidente, ses petits pains au chocolat, etc. Elle fait des selfies, elle repart, elle fait un coup, elle sait très bien que, tout le monde sait très bien que c'est une ficelle médiatique pour faire un coup de com', et derrière, effectivement, Emmanuel Macron est en réaction pure et dure, quoi. Donc il est obligé de riposter. Ce qui est intéressant dans cette séquence, alors on a vu le premier temps, le deuxième temps, tous les observateurs de tout poil disent qu'il y a quatre actes. Je dirais qu'il y en a un 5e acte. Tiens, lequel? Et oui, c'est le SAV qu'il a fait post-séquence, justement. C'est-à-dire que juste avant son meeting d'Arras, il a été interviewé sur une chaîne d'information continue, où là, il fait un peu l'exégèse de ce qui s'est passé directement. Donc c'était un peu toujours la même chose. Et donc, il arrive en expliquant, effectivement, d'une certaine façon, qu'il a fait de l'anti-Florange. Il ne l'a pas dit tel quel, évidemment, mais c'est l'idée de « je n'ai pas cédé à la démagogie ». C'est-à-dire pas de promesses. C'est-à-dire pas de promesses. Ça a été le cas, malgré tout. Pas de camionnette. Ouais. Et alors, c'était un petit peu le cas. Ce qui est intéressant, en fait, c'était le piège de Marine Le Pen. Il était à court terme, certes, c'est-à-dire de court-circuiter l'agenda, mais à plus long terme, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron est élu président, et si, effectivement, l'usine Whirlpool ferme, ça restera comme un énorme boulet qu'il faudra se traîner tout le long du quinquennat. Et il y en a eu, des boulets industriels, des dossiers industriels. Votre analyse, Jérôme Sainte-Marie? Bon, moi, je partirais simplement du premier tour, et donc, et également, j'en suis désolé, les sondages pour le second tour. Ne vous excusez pas, au contraire. Hein. Voilà, les sondages nous ont servi de manière rigoureuse. On sait tous les dimanches soirs. Ben oui, ça ne va pas durer, parce que justement, je voudrais souligner à quel point nous sommes dans une élection qui est une élection de lutte de classe. Une élection où jamais, depuis très longtemps, précédemment depuis le référendum de 2005, jamais, à ce point, les salariés d'exécution n'ont été opposés aux salariés d'encadrement. Et à jamais à quel point le patrimoine, le revenu des gens n'a été aussi déterminant dans leur vote. De ce point de vue-là, la journée est très ambiguë. On a bien vu à quel point Marine Le Pen réussissait, elle qui est un peu en recul chez les ouvriers, notamment du fait du succès de Jean-Luc Mélenchon, mais enfin qui est passé de 50% en début de campagne à 35%, grosso modo, du vote ouvrier, à quel point elle a sans doute marqué des points là-dessus. Mais les ouvriers, c'est 20% de la population active, donc beaucoup moins de la population totale. Et inversement, Emmanuel Macron, qui a mal commencé la journée, en termes d'image, qui effectivement n'a pas dû accroître beaucoup son score chez les ouvriers aujourd'hui, à quel point il a montré qu'il était capable de gérer un conflit social. Il a montré déjà une forme de courage physique, il faut le dire quand même, et à quel point il pouvait finalement réguler dans une manière relativement pacifiée un conflit social, et donc ça a pu plaire aux gens qui le soutiennent, c'est-à-dire avant tout des gens qui sont dotés d'un patrimoine matériel et immatériel important, des retraités aussi par lesquels ils jouent fortement, et puis des électeurs de François Fillon qui hésitent pour le second tour. Je pense qu'ils ont été plutôt rassurés, presque paradoxalement, par cette journée, qu'en termes de communication immédiate, on interpréterait plutôt comme un désastre pour lui. Je crois qu'au fond, ça lui sera plutôt profitable. Et pour vous allez réagir. Juste un point pour les spécialistes de communication que vous êtes, c'est frappant, Philippe Moreau-Chevrolet. Les salariés de Whirlpool d'Amiens, ils ont été au centre de l'actualité toute cette journée, mais on n'a pas parlé de leur situation. Non, leur situation de tradition, on a parlé de tout, sauf d'eux. On a vu quelques syndicalistes. On parle de communication. Oui, on a vu des syndicalistes. On a entendu que tout était déjà foutu, tout était déjà plié. Ils savent très bien que l'usine va fermer, que 250 ou 280 emplois vont être supprimés. Donc la situation est désespérée, et le débriefing qui a été fait par le principal représentant de la CGT n'était pas du tout véhément. Il était traumatisé, et puis il était déjà assez fataliste. Mais par rapport à ce qu'a dit Jérôme Sainte-Marie, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il a été totalement contraint dans cette mécanique-là. Il a rien géré du tout. Il a été en capacité de montrer qu'il gérait un conflit social. Il n'est pas arrivé avec des millions de dollars, avec un repreneur, avec des décisions. Mais non, et c'est pour ça que c'est important d'anticiper. Et donc, votre question est super pertinente, Sonia. C'est-à-dire que le message, c'est 75% d'images, 25% de mots. Voilà la règle. Et les 75% d'images qui ont été accréditées aujourd'hui au futur président Emmanuel Macron, elles ne sont pas bonnes. Ça dépend à qui ça s'adresse. Ce que disait Jérôme Sainte-Marie, c'est qu'il y avait deux cibles différentes. Il y a
La première cible qui est l'électorat ouvrier. Pour l'électorat ouvrier, Marine Le Pen a fait une bonne opération parce qu'elle est très proche d'eux et elle arrive à être en proximité, elle fait des selfies, elle est bien accueillie et au fond elle gagne la journée parce qu'elle est la première à aller sur le terrain avec de l'empathie pure, ce que sait très bien faire Macron aussi, mais paradoxalement pas avec les ouvriers. Par contre, au niveau de l'élite, les gens qui ont regardé cette séquence, moi j'ai reçu cette vidéo par beaucoup d'amis qui font partie des soutiens de Macron, mais soutiens pas engagés, des soutiens lointains, des banquiers, des amis avocats. Eux, ils ont trouvé que c'était très bien parce qu'ils envoient une vidéo où on le voit passer d'un conflit ouvert à finalement on se serre la main et j'ai été capable de vous parler sans vous faire de promesses. Et ça, pour l'électorat CSP+, c'est majeur. Et là, on ne sait pas très bien où ça va. C'est que Marine Le Pen va consolider cette base ouvrière qu'elle a un peu perdue depuis le début de la campagne. Et après, elle peut engranger une dynamique. C'est ça qui est dangereux, c'est qu'on crée une dynamique dans ce genre d'événement. Oui, on reste sur deux électorats qui, de toute façon, n'ont aucune porosité les uns avec les autres. Donc c'est assez fermé. C'est deux, chacun parle à son camp, effectivement. Et je vous rejoins, c'est-à-dire que pour les sympathisants d'Emmanuel Macron, il a gagné ici une forme d'épaisseur et de densité politique qu'il n'avait pas avant, parce que quand on regarde tous ses discours, ça donc, pardonnez-moi, elle lui a permis de gagner peut-être d'une certaine façon, mais auprès des sympathisants, encore une fois. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que ça dépasse le cadre des sympathisants de chacun. Toute la question, c'est qu'on a deux campagnes, une campagne CSP-, une campagne CSP+. Complètement. Quand est-ce que ça va se croiser, hein? C'est toute la question. À l'image d'une France complètement atomisée qu'on peut observer. Oui, c'est une élection inquiétante pour ça. Alors l'accueil a été rugueux, on l'a dit au départ, houleux pour Emmanuel Macron, avec notamment un échange avec François Ruffin, le réalisateur et aujourd'hui candidat aux législatives. On va écouter cet échange, puis on en parle juste après. Je pense que quand même, vous payez votre absence de solidarité avec les Blackpool. Vous dites que vous n'êtes pas venu pendant 3 mois, mais c'est une chose de ne pas venir pendant 3 mois, c'est une autre chose quand il y a une agression économique, parce que c'est une agression économique qu'ont subi directement les Whirlpool, avec tous les sacrifices qu'ils ont fait. C'est une autre chose quand il y a une agression économique qui est faite comme ça, et qu'il n'y a pas un mot, qu'il n'y a pas un communiqué lâché par votre mouvement En Marche, et que vous n'avez pas pris une seule fois la parole sur ce thème-là. Pas forcément en venant sur le site, mais dans aucun débat télévisé, nulle part. Et donc là, je pense qu'il y a un abandon, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Et je pense que l'ambiance que vous avez ici, vous payez le fait d'avoir été absent. Le problème, c'est qu'il est... Voilà, et pour être complet, après cette séquence, François Ruffin qui a reconnu, je vais mettre entre guillemets, parce que le mot courage à Emmanuel Macron d'être descendu dans l'arène. Anne-Claire Ruel, c'est un militant, François Ruffin. Quand vous voyez cet échange-là... C'est même un candidat. Et c'est un candidat aujourd'hui, déclaré exactement. Qu'est-ce qui vous inspire cet échange? Alors, ce qui est intéressant, là, si on prend un peu du champ, c'est le dispositif médiatique. C'est-à-dire que... Alors, je vais m'intéresser à la forme, je suis désolée, c'est pas le fond. Enfin, je suis désolée, mais c'est le débat un peu soir, de tout. Tout à fait. On voit là, ce qu'on voit, c'est qu'il a... Emmanuel Macron et le staff d'Emmanuel Macron ont réussi une chose, c'est-à-dire d'éloigner les caméras, le champ de caméra, derrière cette grille bleue que vous voyez derrière, pour pouvoir discuter. Mais c'est reste la politique à la télévision reste de la télévision, c'est qu'on voit le micro de Ruffin qui évidemment discute et les équipes de Macron qui Facebook Live en direct l'échange, ce qui peut donner cette impression justement de direct, transparence, ouverture qui a duré extrêmement longtemps puisqu'il est resté quand même assez longtemps. Sur le fond, bon, je ne sais pas ce qu'on en retient trop. On est partagé, je crois, sur ce plateau sur l'intervention de Ruffin. Moi, j'ai trouvé que c'était bon, voilà, plutôt correct et cohérent et que voilà, il défendait bien donc son point de vue. Mais voilà, au-delà de ça, il ne ressent pas. Est-ce que vous diriez que la campagne de second tour est enfin partie, Jackie Isabello? En tous les cas, pour Emmanuel Macron, on avait dit qu'il y avait une campagne un petit peu mise entre parenthèses. Peut-être avait-il enjambé déjà cette campagne-là. Est-ce qu'au contraire, ça ne lui a pas servi d'électrochoc, entre guillemets, pour repartir davantage et être à cheval, remonter à cheval? La séquence de la rotonde, en elle-même, ça ne nous choque pas qu'il soit allé boire un verre avec des amis. Ce qui nous choque, c'est... Et on a du mal à se l'avouer, c'est qu'il nous a dit « je veux faire de la politique autrement ». Et finalement, il se réjouit d'une victoire qu'il sait annoncer et il le dit de manière ostentatoire. Donc il ne fait pas de la politique autrement et en plus il se permet d'interrompre sa campagne. Marine Le Pen, elle a réagi comme une golfeuse. C'est finalement ce que nous a dit François Hollande, en reconnaissant qu'elle agissait de manière professionnelle. En tout cas, c'est ainsi que c'est raconté dans Le Monde daté de demain. Et elle poursuit son mouvement. Elle a passé le premier tour et elle enchaîne sur le deuxième. Donc elle a déjà l'ensemble de ses séquences et elle a additionné pour contraindre, et elle joue très très haut, Emmanuel Macron, la séquence de la rotonde et la séquence de Whirlpool. Moi, je reste sur le fait que cette séquence est pas bonne parce qu'il était en réactif.
Oui, allez-y. Elle a un avantage, Marine Le Pen, c'est qu'elle est dans une forme de guerre de mouvement, puisqu'elle peut tout se permettre finalement. C'est le challenger. Exactement. Là où un Macron va avoir une communication qui est beaucoup plus axée sur un château ou une forteresse, quoi. Il faut empêcher les coups et contrer tout ce qui pourrait arriver. Et donc c'est ça en fait qui arrive actuellement et qu'on voit dans ces séquences-là. Je vous rejoins totalement sur la rotonde. Il y a un truc très simple, c'est organiser un pot au sein du QG. Voilà, on invite tous ses amis, on fait une belle réception, mais on n'est pas à la rotonde, on n'est pas ailleurs, et ça je comprends pas que ça n'ait pas été fait. Bon après voilà. Ça sera retenu pour le second tour, probablement. Mais je passe de la forme au fond, c'est très important évidemment. Jérôme Sainte-Marie, aujourd'hui il y a eu un fait majeur et ça s'est vu sur ce parking du site de l'usine à Amiens. C'est le rapport à la mondialisation, les frontières, la place de la France. On voyait bien que c'était ce clivage-là qui était à l'œuvre presque physiquement entre les deux candidats, puisque Marine Le Pen est venue expliquer comment ces frontières allaient protéger et Emmanuel Macron qui leur dit mais attendez, ne la croyez pas, si on ferme, voilà ce qui va se passer, voilà les milliers d'emplois selon lui qui seront perdus. C'est tout le problème de la journée effectivement, c'est-à-dire que nous avons affaire à deux candidats qui sont très minoritaires. Au fond, on a un candidat qui arrive en première position qui a 23%. 23% c'est peu, hein. Hollande, c'était 27 ou 28%, Sarkozy, c'était 31%. Donc, au lieu d'avoir un candidat un futur président de la République, probablement, qui sera élu par un Français sur 3 au premier tour, on aura un président de la République élu par moins d'un Français sur 4. C'est pas énorme. Et donc, on a effectivement une apparence de disproportion des forces entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de ralliements autour d'Emmanuel Macron. Mais si effectivement, comme le dit Marine Le Pen, ça se transforme en référendum sur la mondialisation, ça peut devenir beaucoup plus dangereux. Et les choses peuvent se rééquilibrer. La journée était terrible de ce point de vue-là. Je ne dis pas sur la forme. Encore une fois, sur la forme, je trouve qu'Emmanuel Macron a été assez talentueux. Il arrive avec un conflit ouvert, il en sort avec un conflit apaisé. C'est ce que beaucoup de ses électeurs espèrent de lui. C'est-à-dire qu'il va savoir réformer sans mettre le pays à feu et à sang. De ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal pour son noyau dur. Mais ce qui a été mis en scène par lui, et puis également par M. Attali, sur LCI, qui a déclaré que... Rappelez sa phrase. C'était les 300, les 300 licenciements à Whirlpool étaient une anecdote. Ce qu'on peut comprendre d'un point de vue stalinien sur le fait qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais d'un point de vue plus banal et disons assez troublant. Et donc là, effectivement, on a un rapport à la mondialisation. L'équipe d'Emmanuel Macron a tout fait pour s'éloigner de ses propos et ne pas en être... Oui, mais éloigner M. Attali, M. Macron était une chose bien difficile quand même, si on prend un peu de recul. Et donc là, effectivement, on a une mise en scène malheureuse de ce point de vue-là dans le Nord, qui est effectivement qui va gagner à la mondialisation, qui va y perdre. Emmanuel Macron, soyons tout à fait équanimes, a tenté de montrer que effectivement, lui avait des solutions à court terme assez faibles, mais à moyen terme meilleures. Je ne pense pas que les ouvriers en seront convaincus, mais que les électeurs au-delà pourraient être sensibles à cela. Donc encore une fois, c'est pas non plus un désastre communicationnel pour Emmanuel Macron, comme on pourrait le penser, comme on pouvait le penser. Pas forcément d'accord. On va continuer. On penser en début d'après-midi. Le début d'après-midi n'est pas le même que si vous voulez que la fin d'après-midi. Et c'est pour ça qu'on a le recul ce soir à 22h, plus de 22h20 ce soir. Alors, bataille des affiches, des slogans à présent. Philippe Moreau-Chevrolet, vous allez nous les communiquer. On va les regarder, parce que c'est une nouvelle campagne, donc il y a tous ces outils qui viennent. Alors, voici celle de Marine Le Pen, Choisir la France, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, elle pose devant une bibliothèque, donc c'est plus une copie d'un portrait présidentiel, qui ne s'avoue pas, mais qui est quand même comme ça, et qui vise à la présidentialiser. Ce qui est très étonnant, c'est le choix d'assumer sa féminité comme elle l'assume, c'est-à-dire qu'elle veut être la présidente avec un grand E. Et elle a une façon, en fait, d'assumer le fait qu'elle est une femme, ce qui est toujours un problème dans une élection présidentielle, dans un vieux pays archaïque et macho comme le nôtre, latin, on va dire. Mais ce qui correspond à sa cible. Oui, ça correspond à sa cible, qui est les femmes, parce paradoxalement, elle a plus d'électrices que Emmanuel Macron en pourcentage. Elle en a 51, lui, je crois qu'il doit être à 49. C'est pas neutre, sachant que le Front National avait beaucoup de mal à convaincre les femmes au départ. Ce qu'on observe dans les deux affiches, on verra celle de Macron après, il n'y a pas la mention du Front National. Il n'y a même pas la mention de Le Pen, et il y a la mention de Marine en tout petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son visage, ça suffit maintenant pour la vendre. Elle est tellement connue en France qu'on n'a plus besoin de mettre autre chose que elle, en fait. Et on réduit la politique aux candidats et même au physique des candidats.
qui est un physique très retouché dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on a Oui, c'est très photoshopé dans les deux cas. On a Ken et Barbie, c'est fantastique, ils ont tous 25 ans, ils sont beaux, mais bon, la réalité n'est pas celle-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être les boutons de sharing, ce qu'on appelle les boutons de sharing. Alors, qu'est-ce que oui, c'est? absolument. Donc c'est Facebook, vu, oui, Twitter, voilà, et sur la fiche de Marine Le Pen qui n'existe pas sur la fiche d'Emmanuel Macron. Et ça correspond justement à cette... Mais vous voyez tout. Non, mais à l'implantation du Front National sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important pour eux en termes de stratégie de communication. Et ça accentue un peu ce... Est-ce qu'on peut mettre sur le fond d'écran, je demande à la régie, les deux... Ce serait bien d'avoir les deux, parce que le slogan, on verra tout de suite la différence dans le slogan. On va comparer les deux slogans. Votre avis également, Jackie Isabello? J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que j'ai des collaboratrices qui m'ont dit c'est quoi ce traitement de l'image qu'ils ont fait sur le visage. Vous avez vu, on a l'impression qu'elle a fait une espèce de... Les jeunes utilisent Snapchat et parfois ils font du swapping de visage. Donc vous vous retrouvez avec le visage de votre copain ou de vos copines d'à côté. Et le traitement graphique qui a été fait du visage de Marine Le Pen, il y a un problème. On a l'impression qu'on a remplacé quelque chose qui a été tellement travaillé sur Photoshop, on veut tellement le mettre en avant que moi je trouve graphiquement ils ont fait une petite erreur. Après je partage le reste. Alors Emmanuel Macron, il nous avait fait une première erreur, c'est qu'il était déjà président avant la campagne sur sa première affiche. Et puis un espèce de slogan en rallonge où il y avait 8 mots. Je me rappelle avoir fait une émission avec une de ses soutiens qui était incapable de s'en souvenir et même de le répéter, ce qui nous avait fait beaucoup rire. Bon là, c'est plus concis et ramassé, on va dire. Deuxième tour, on voit ce qu'ils veulent dire. La France est là. On va aller au-delà de l'affiche parce qu'il semble qu'il y ait, Jérôme Sainte-Marie, une mue. Encore une de Marine Le Pen. Beaucoup l'ont observé hier lors de l'émission sur TF1 avec une Marine Le Pen plus rassembleuse, en tout cas c'est son objectif, plus souriante également sur la forme et plus rassembleuse qui veut à la fois séduire, dites-nous comment c'est possible, alors que c'est un grand écart, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et ceux de François Fillon. Alors, un petit mot sur l'affiche, moi je trouvais qu'il y a un petit côté quand même journée de la jupe, le fait qu'elle montre son genou, je me pensais extrêmement réactionnaire probablement, mais c'est vrai que ça m'a surpris pour quelqu'un qui veut accéder à la présidence de la République. Son staff explique que c'est pour lutter contre l'islam. Montrer son genou, la femme. Et puis ça joue sur la sémantique, elle se présente maintenant comme la mère un petit peu protectrice, maternelle, dans tous les discours. C'est sérieux? Non, c'est vraiment sérieux. Il y a une partie de son staff qui a dit on veut lutter contre l'islam, et une manière de lutter contre l'islam, c'est de montrer une partie du corps. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Oui. Nous n'allons pas aller dans ce chemin-là. Oui. On va rester sur le fond. Allons-y sur le fond. De croire que ma mère ne montrait pas ses genoux, et donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, qu'il y a un côté justement journée de la jupe qui est par rapport justement à l'islam. Votre question sur le fond, parce que du coup la forme a perdu justement, cette jupe m'a égaré. Quelle était la question sur le fond, excusez-moi? Je vous la répète, oui. Jérôme s'est perdu. Marine Le Pen qui se veut rassembleuse et donc oui, qui va séduire absolument. Deux électorats. Alors, je pense qu'il y a une volonté plutôt de neutraliser l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, son électorat avant le premier tour, déclaré dans l'hypothèse qui était justement incertaine à l'époque, que seuls 10% d'entre eux allaient voter pour Marine Le Pen au second tour. Les sondages qui sont faits depuis quelques jours montrent qu'on est passé de 10% à 17, 18%, ce qui est relativement peu en réalité. La majorité d'entre eux, la moitié d'entre eux, voteraient probablement pour Emmanuel Macron. Le reste s'abstiendrait à ce stade. Mais ça dépend de leur vote. Ça dépend également de la polarisation du match entre Macron et Marine Le Pen. De ce point de vue-là, je ne pense pas que ce qu'a fait Macron ces derniers jours ait beaucoup encouragé les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour lui. Par ailleurs, le vrai réservoir de voix, il se trouve en réalité plus du côté de la droite, du côté de François Fillon, où là, entre 30 et 40% des électeurs de François Fillon voteraient au second tour pour Marine Le Pen. Malgré tout, est-ce qu'elle peut, Philippe Moreau-Chevrolet, quand même s'intéresser ou s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon en leur parlant de son programme économique et de ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui sur la France, la place de la France, les frontières, la mondialisation, et parler aux électeurs de François Fillon en parlant davantage de l'identité, de l'immigration? Est-ce qu'on peut développer dans une campagne de second tour deux thèmes ainsi et avancer sur deux... Oui, parce que chaque électeur entend ce qu'il veut entendre. Donc à partir de là, oui, on peut parler aux électeurs de Fillon avec un message et aux électeurs de Mélenchon avec un autre. Ils sont en train de faire au Front National des tracts spéciaux
spécialement dédié aux électeurs de Mélenchon pour expliquer pourquoi Marine Le Pen représente mieux l'anticapitalisme que Macron. Florian Philippot a diffusé sur son compte une copie de l'affiche de Macron, mais avec le slogan « Ensemble la finance », quoi, avec un point d'exclamation. Donc c'est quelque chose qu'ils utilisent pour justement dissuader, plutôt que faire voter pour eux, dissuader les électeurs de Mélenchon d'aller voter pour lui. Et l'électorat Fillon, a priori, c'est très compliqué, mais on voit bien que Macron l'a en tête, puisque l'affiche est vraiment bleue, ce sont des couleurs très conservatrices. Elle ressemble même, l'affiche, à celle de Sarkozy en 2007, avec « Ensemble, tout est possible », ce fond un peu bleu. Lui, il avait un bout de campagne derrière, mais sinon, les affiches sont quasi similaires. C'est assez frappant. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils sont tous avec des arrière-pensées électorales, évidemment, fortes. Depuis 2 jours, circule sur les réseaux sociaux un tract qui, en 11 points, explique aux gens les points du parcours, du programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est similaire au programme de Marine Le Pen. Et ce sont des slogans assez lourds, sortie de l'euro, sortie de l'Europe, sortie de l'OTAN. Donc les 3-4 premiers arguments sont extrêmement massifs. Et si on prend le temps de le lire, on se dit, oui, c'est vrai qu'il y a des zones de convergence. Donc les outils étaient déjà prêts. Et la campagne du deuxième tour, pour revenir sur votre point de tout à l'heure, était déjà programmée. Et c'est plutôt pro de procéder ainsi parce qu'ils sont tiraillés, ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'avais vu ce matin des chiffres qui étaient plutôt à 23. Et je parlais avec certains de vos confrères qui me disaient on prévoit qu'ils vont terminer à 30-35 si la campagne d'Emmanuel Macron poursuit dans ce sens-là. Et vous avez vu Le Monde comme moi cet après-midi. Le dessin de Plantu qui nous dit « j'ai barré tout le monde et je laisse le visage de Marine Le Pen » avec 3 points d'interrogation au-dessus. La subliminale dans ce dessin est assez terrible. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a rajouté une espèce d'évanescence, en tout cas une brume. On se demande véritablement quel est son intérêt au 3e et au 4e tour, parce que pourquoi il ne fallait pas arrêter sa campagne? C'est parce que l'enjeu, c'est les législatives. C'est le plus important. Tout le monde est déjà dans la bataille. D'après, encore un mot sur les ressemblances entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Claire Ruel, il a été dit, parfois même écrit, que c'était des frères siamois sur le programme économique. Je pense que c'est une aberration totale. Quand on étudie dans les faits, effectivement, il y a une forme d'euroscepticisme sur certains points, mais il faut s'intéresser au fond et combattre le fond. Je pense que ce sont 2 programmes qui sont quand même différents. Populistes au sens chacun extrémiste dans son bord, mais complètement différents sur le fond. Donc je ne pense pas que ça se ressemble totalement. Là, ce qui va être joué, c'est une bataille de communication pour effectivement maintenir le flou et d'une certaine façon discréditer Jean-Luc Mélenchon. D'une certaine façon, ça aide aussi pour la suite. Et en même temps, essayer de conduire les électeurs potentiel de Mélenchon vers un électorat frontiste. Mais ce qui se joue aussi, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils s'abstiennent. Je crois que c'est surtout ça la donne. C'est faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'abstentionnistes. Encore un mot sur Marine Le Pen, son entourage, qui y croit? Alors, ils y croient dur comme fer. Est-ce que c'est la méthode Coué ou est-ce que c'est normal qu'un candidat dise qu'il espère gagner? On va écouter ce que dit Florian Philippot, invité de l'émission L'épreuve de vérité. Il croit en la remontada. C'est toute l'oligarchie qui se coalise autour de sa candidature et de son candidat, c'est tout. Et ça, c'est la preuve qu'il est un candidat coupé de la réalité. C'est le candidat de l'oligarchie. On fera la remontada. Nous avons 10 points de remontada à faire, et ben on va la faire joyeusement en une dizaine de jours. C'est devenu le terme politique à la mode, footballistique, maintenant politique. Jérôme Sainte-Marie, la remontada, en étant toujours prudent, parce qu'on a toujours dit que dans cette campagne, tout est possible. L'objectif de Marine Le Pen, c'est surtout de faire le meilleur score pour se poser comme la meilleure opposante dans le quinquennat. C'est ça son objectif, c'est cette remontada-là. Pas seulement ça, donc la remontada, moi ça m'inspire plutôt, ça me rappelle plutôt la retirada, qui était la retirada, vous savez, c'est cet exil des républicains vers la frontière française en 1938. Mais je leur souhaite pas ça, en tout cas au Front National, mais pour eux, c'est pas tout à fait un hasard si je parle de ça, c'est qu'en fait l'enjeu est aussi d'avoir le monopole de la lutte contre la mondialisation, le monopole sur les catégories populaires. Ce qui est arrivé était assez pénible durant le premier tour, c'est qu'on a vu peu à peu la candidature Mélenchon, qui a fini à presque à 20%, progresser très fortement chez les ouvriers, chez les jeunes et chez les précarisés. Chez les ouvriers, Marine Le Pen passe du début de la campagne à la fin, grosso modo, de 50% vers 35%.
Et là, il y a une alors, elle emporte pas de tant que ça, d'ailleurs, par rapport à Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais ça lui permet de prendre désormais l'allant, le leadership sur la contestation de la mondialisation. Or, c'est le nouveau clivage. Or, c'est justement ça qui se joue. Donc, on a vu vous répondez à ma question. Première opposante sur ce thème-là au quinquennat. Macron a pris le leadership de ceux qui acceptent et valorisent la mondialisation, de la France d'en haut, par rapport à la droite, essentiellement. Et Marine Le Pen a pris d'une courte tête l'avantage sur Jean-Luc Mélenchon pour justement incarner la résistance à ce nouveau cours. Et elle fait tout aujourd'hui dans cette campagne pour l'emporter sans doute pour le second tour, mais avant tout pour incarner la future opposition contre essentiellement Jean-Luc Mélenchon. C'est possible, Sonia. Serge Galam, qui est un physicien et qui est membre du CEVIPOF, l'éminent CEVIPOF, Pascal Perrineau vient souvent dans cette émission, a développé une équation mathématique pour expliquer, en gros, pour faire simple... Brillamment démenti au premier tour. Brillamment démenti au premier tour, mais... Je vous laisse continuer. Mais je vais essayer de le dire aussi bien que Jérôme Sept-Marie pour le dire. En gros, si il y a un taux d'abstention assez important de la part des électeurs qui ne sont pas acquis à Emmanuel Macron et qui pourraient se porter sur Emmanuel Macron, à l'inverse, il y a un socle électoral de ceux qui vont voter pour Marine Le Pen qui est extrêmement fort, de l'ordre de 90%. Et si ces scénarios se conjuguent, Marine Le Pen pourrait dépasser d'un pouillème les 50%. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter cette campagne de premier tour. C'est une évidence, une campagne, évidemment. Mais je parle sous le contrôle de Jérôme Sept-Marie, puisque... On va conclure, je voudrais vous poser une question en guise de conclusion. Anne-Claire Ruel, là, on a fait tout un débat consacré à la communication, à la forme, on a parlé du fond également. Ça a vraiment une importance de plus en plus conséquente aujourd'hui, avec les chaînes d'infos, avec les réseaux sociaux. C'est un élément structurant d'une campagne aujourd'hui? Alors, c'est un élément structurant parce que je crois qu'on a un monde qui s'effondre devant nous. C'est le monde de l'injonction verticale, de l'infantilisation. Et on a un monde nouveau qui est en train d'émerger, c'est le monde de la pluralité des sources d'information, avec ce qui induit aussi des fausses informations qu'il faut vérifier, etc., etc. Et on est de plus en plus noyé sous l'information. D'ailleurs, il y a un extrait de Marguerite Yourcenar qui est très intéressant. Elle imaginait le monde... je l'ai vu, cet extrait formidable. Voilà. Où elle parlait il y a quelques années, évidemment, du monde futur. Du futur. Et avec un regard, ouais. Tellement au monde actuel, c'est-à-dire qu'on est... prophétie, presque. Voilà, exactement. Nous sommes tous des chiffres, des nombres, justement, des datas qui donnent un effet prédictif à tout ça. Et je crois que les électeurs sont de plus en plus actifs dans le sens où ils vont à la recherche des programmes, ils vont regarder le fond. Alors, ils se décident pas forcément... Enfin, on voit que la télévision garde un pouvoir assez phénoménal, notamment les débats, évidemment, parce que ça cristallise l'opinion. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, ils se renseignent eux-mêmes, en fait, pour essayer de regarder. Donc, le fond reste quand même assez actif, même si la forme... Il faut s'en réjouir. Oui, il faut s'en réjouir. Les électeurs, en fait, on a les Français les plus éduqués de toute l'histoire de la France, parce qu'on n'a jamais eu autant de gens qui ont fait des études supérieures. Donc, ce ne sont pas des imbéciles, les Français. Ils sont capables de voir, en fait... Même sans études. Oui, et même sans études, on peut pas être imbécile. Le bon sens populaire. On a l'habitude dans les élites de considérer que les électeurs sont des classes dangereuses, assoiffées de vengeance, etc. Pas du tout. On a des gens extrêmement cultivés qui ont l'habitude de la communication politique, qui savent déchiffrer les stratégies. Effectivement, Macron n'a pas vraiment convaincu. Donc là, il faut qu'il comprenne quand même qu'il va devoir faire quelque chose pour que le reste de la population vote pour lui. C'est pas juste acquis. Sinon, on peut très bien aller vers quelqu'un qui a plus de caractère, plus de présence, plus de charisme, même si... Évidemment, c'est Marine Le Pen. Donc rien n'est joué malgré les sondages, il ne faut pas qu'il les le pense enquêtes. surtout, parce que là, il s'inquiète ses soutiens, ce qu'il est en train de faire. La rotonde, c'est inquiétant quand on lui dit c'est pas le moment de faire la fête et que vous dites c'est mon plaisir, donc je fais ce que je veux. Et vous avez rien compris à la vie. C'est pas qu'on n'a rien compris à la vie, mec. C'est que là, on a le Front National qui peut gagner, on a 8 millions d'électeurs et on est en crise profonde, donc il faut peut-être se réveiller et aller se battre. C'est une campagne de second tour qui s'accélère et on en parlera avec vous, bien sûr, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci pour ce débat. Merci. La suite de votre émission, il y a une dizaine de jours, ça y est, du second tour. Cette question à présent, va-t-on vraiment vers un profond renouvellement politique? Changer les têtes, d'accord, mais pour quel vrai changement de système? Et bien sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants le sociologue Mathieu Bock-Côté à Claude Posternac, fondateur de l'important.fr. A tout de suite. Présidentielle 2017. Dernière ligne droite dans la course à l'Élysée. Le peuple de France s'est exprimé. Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin. Vous m'avez porté au second tour de l'élection
l'élection présidentielle. Qui sera le prochain président de la République française? Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Est-ce que vous avez pu analyser les motivations du vote? Rendez-vous sur les chaînes parlementaires pour la grande soirée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Un dispositif événement présenté par Arnaud Ardouin et Delphine Girard, à suivre en direct sur les chaînes parlementaires et sur lcp.fr et publicsénat.fr dimanche 7 mai dès 19h. Demain, dans Territoire d'Info, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, sera l'invité de Public Sénat, Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin. Pour évoquer à présent, c'est l'un des axes majeurs de cette campagne, le changement ou plutôt la promesse de renouvellement. D'ailleurs, Emmanuel Macron en a parlé encore ce soir lors de son meeting à Arras. Mais au-delà du changement de tête, quel sera véritablement le renouvellement opéré? Est-ce que cette présidentielle va permettre un vrai changement de logiciel, voire de système? On va en parler avec nos invités ce soir. Mathieu Bock-Côté, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes sociologue, enseignant, essayiste québécois. On est ravis de vous recevoir. C'est un immense plaisir d'être ici. Vous passez rarement à Paris, assez souvent? Assez souvent quand même. Bon, vous aurez l'occasion de revenir, je l'espère, sur ce plateau. Face à vous, c'est Claude Posternac, bonsoir. Fondateur du site l'important.fr. On va parler du thème là, qui a été choisi ce soir et qui a imprimé cette campagne. Mais votre réaction, tiens, Mathieu Bock-Côté, sur cette journée, cette bataille d'image, comment vous la voyez avec un peu plus de distance? Eh bien, j'ai l'impression, avec l'affrontement autour de l'usine Whirlpool, j'ai l'impression que ça confirme la volonté, à tout le moins, de Marine Le Pen de mener la campagne sur l'axe économique et social, sur le terrain de la mondialisation, davantage que sur le fameux terrain identitaire que plusieurs annonçaient comme déterminant pour le deuxième tour. On verra ensuite dans les circonstances. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle cherche véritablement, à tout le moins aujourd'hui, elle cherchait à occuper l'axe mélenchonien. Ensuite, reste à voir comment elle va chercher ensuite à récupérer les électeurs de droite. Mais aujourd'hui, elle voulait se poser comme l'incarnation de la protestation contre les dérives de la mondialisation. C'est votre avis, Claude Posternac? Oui, je partage tout à fait cette analyse. C'est-à-dire qu'il est clair que l'électorat qui intéresse Marine Le Pen aujourd'hui, c'est l'électorat de Mélenchon. D'ailleurs, ils sortent des séries de tracts où ils mettent 10 points en commun, qui sont les 10 points communs des deux programmes. Donc, et comme il y a le flottement autour de Jean-Luc Mélenchon qui a un peu perturbé une partie de son électorat, puisqu'il n'a pas pris de décision, alors qu'en 2002, il avait été ferme, précis, disant qu'il fallait barrer à tout prix la route du Front National. Donc dans cet espace, Marine Le Pen essaye de s'inscrire. Et ce qui a été intéressant dans la démarche, c'est après de voir la réponse d'Emmanuel Macron sur le terrain, qui a été une réponse radicalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez un homme politique. J'ai vu sur une chaîne d'information un parallèle entre Hollande et Macron. Ça n'a absolument rien à voir. Quand Hollande allait voir les usines, c'était sur des promesses qui étaient des promesses justement que les Français ne veulent plus entendre. Macron était dans une logique en disant « je vais vous parler le langage de la vérité ». C'est pas forcément celui que vous avez envie d'entendre, mais il est resté pendant 1h30 avec les Français sur le terrain, alors que Marine Le Pen, clairement, était venue pour la photo. Alors, on va revenir au thème central de notre débat ce soir, c'est le renouvellement. Mais le vrai renouvellement, Mathieu Bock-Côté, dans les différents articles que vous publiez, que nous lisons avec intérêt, vous affirmez que nous sommes, je cite, témoins d'un détournement de démocratie à grande échelle. Moi, évidemment, cette phrase m'a frappé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, c'était surtout avant le premier tour. C'est que la France était traversée depuis plusieurs années, me semble-t-il, par des débats fondamentaux portant à la fois donc, sur l'identité, sur la mondialisation, sur le terrorisme islamiste. On pourrait multiplier ces thèmes qui ont été, me semble-t-il, assez absents pendant les semaines qui ont précédé le premier tour, comme si l'élection se jouait finalement sur la question soit de la capacité médiatique ou le côté Paris Match, disons ça comme ça, d'Emmanuel Macron d'un côté, et de l'autre côté la question des affaires, qui est certainement pas négligeable, que la question de l'intégrité, la question de la transparence éthique est importante, mais elle a occulté complètement, me semble-t-il, toute une série de thèmes qui auraient dû être au cœur de cette présidentielle, à tout le moins vu de l'extérieur. Alors, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec un deuxième tour tout à fait singulier, où chacun... Donc, d'un côté, on a le camp Macron qui va nous dire c'est la France ouverte contre la France fermée, la France réconciliée avec la diversité contre la France du repli sur soi.
Et de l'autre côté, le Front national nous dira la même chose, mais avec d'autres mots. Ça va être la France patriote contre la France mondialiste, ça va être le peuple contre les élites. Et me semble-t-il que s'il y a un vrai débat en France depuis longtemps qui cherche à émerger autour de la question de la nation, de l'identité, de la mondialisation, la traduction de ce débat sous le signe Macron-Le Pen est la pire traduction possible à certains égards, parce qu'on peut, la majorité présidentielle qu'Emmanuel Macron va réussir à construire ne sera pas une majorité idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un camp unissant Daniel Cohn-Bendit et Bruno Retailleau. Il ne faut pas se compter d'histoire. Alors, à partir de ce moment-là, il y a tout un courant de la vie politique française qui était peut-être un des plus féconds, à tout le moins un des plus dynamiques, une forme de renouveau intellectuel du conservatisme français, qui est exclu de ce deuxième tour. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle, à tout le moins c'est mon point de vue d'étranger, mais j'ai l'impression que donc, cette espèce de nouveau débat qu'on nous annonce, souverainiste contre mondialiste, c'est un débat un peu illusoire dans les circonstances, parce que Marine Le Pen ne peut rassembler qu'une part très étroite, très diminuée de ce camp, et dans le cas d'Emmanuel Macron, peu importe ce qu'il en dira, il va rassembler beaucoup de gens qui seraient alliés à lui simplement par réflexe anti-Le Pen. Et c'est très intéressant, là, ce regard un peu plus distancié de l'étranger, Mathieu Bock-Côté, parce que nous, pour nous, ce clivage, ça y est, on le prend comme s'il avait déjà structuré la vie politique française, le clivage sur l'Europe, la mondialisation. Oui, alors d'abord, il y a deux choses. Le premier élément, vous avez parlé le renouvellement des hommes. Donc il va y avoir un renouvellement des hommes, et ça, c'est une vraie révolution dans la démocratie française telle qu'elle est. La promesse d'Emmanuel Macron de dire « j'aurai 50% de députés issus de la société civile qui n'ont jamais été élus », c'est une vraie révolution dans le système français. Je vous rappelle que M. Lassalle... Révolution, vous pesez votre mot? Oui, non, c'est une vraie révolution. C'est on prend un système et le bas devient le haut. Ah bah attendez, lorsque vous mettez une dose d'oxygène où il y a 50% de nouvel air qui vient dans le bocal, oui, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire, c'est une aspiration extrêmement profonde. Quand vous aviez, je rappelle quand même, M. Fillon qui cumulait 95 années de mandat. Il a été élu pour la première fois en 1981. Vous imaginez, ça n'existe pas au Québec, des mandats qui sont des mandats aussi longs. Lorsque vous avez Mélenchon, qui est sénateur depuis 1986, l'insoumis quand même, bon, qui cumule 55 ans de mandat. Bon, vous aviez que ça. Et puis, il y a Emmanuel Macron qui dit on va complètement changer la donne, on va ouvrir 50%. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va changer la donne profondément par un renouvellement du personnel politique. Mais derrière, parce que c'est le reste de votre question, derrière, qu'est-ce qui va se passer réellement? On a vu au premier tour 4 blocs, puisqu'on parlait globalement qu'il y avait autour de 4 fois 20 et que ça représentait 4 blocs. Ces 4 blocs, c'était quoi? Un bloc qu'on connaît qui est le Front National, un bloc républicain de la droite traditionnelle, un bloc de gauche qui a changé de gouvernance puisque le leadership a été pris par la gauche, ce qui est tout à fait nouveau, et puis un nouveau pôle qui existe autour d'Emmanuel Macron, qui est un pôle qui essaie de définir un nouvel espace. Et la victoire possible d'Emmanuel Macron va faire que le bloc de 4 va redevenir, puisqu'on est sous la Ve République, un bloc de 3. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la casse. La casse, elle est déjà faite au Parti socialiste. Hein. Si on regarde les circonscriptions, qui est arrivé en tête dans les circonscriptions? À droite, il n'y a que 55 circonscriptions où les Républicains sont arrivés en tête. Le PS, 0. Vous imaginez? Il n'y a aucun, aujourd'hui, candidat du Parti socialiste qui peut être sûr d'être réélu. Je vais m'arrêter juste sur un point de votre argumentaire pour qu'on le développe, Claude Posterin. Quand vous dites changement de tête, oui, il va y avoir même un Big Bang, on l'a dit à l'Assemblée, au Parlement, mais est-ce que c'est la véritable révolution, Mathieu Bock-Côté? Est-ce que pour vous, c'est un vrai changement? Alors, le changement des têtes n'est jamais négligeable en démocratie, c'est-à-dire quand une caste politique tend à s'encrasser dans les institutions, il y a la tentation quelquefois de faire un coup de balai. Donc ça, sans aucun doute, ça fait partie du paysage. J'ai tendance à croire, cela dit, que plusieurs questions qui, me semble-t-il, sont importantes à notre époque, qui renouvellent la nature même du débat politique. Parce qu'on a eu la tentation pendant longtemps de réduire la vie politique à sa dimension gestionnaire. C'était finalement la prétention, on avait tous le même objectif, tous la même vision, mais ensuite, il y avait les plus compétents et les moins compétents pour appliquer le même programme, en gros, social, libéral, d'inspiration mondialisée. Et me semble-t-il que ce qui éclate dans la vie politique française aujourd'hui, qui est un laboratoire intéressant pour l'ensemble de l'Occident, c'est toute une série de questions qui ont été longtemps refoulées et qui émergent, ou à tout le moins qui avaient l'impression d'émerger depuis quelques années, et ce n'est pas négligeable. Donc, comment traduire politiquement ça? On pourrait faire une histoire des nouveaux clivages dont on parlait dans la politique française. On a dit souverainiste fédéraliste, identitaire, souverainiste européiste, pardonnez-moi, identitaire cosmopolite, Europe
mondialisation, nation, donc tous ces... Puis on pourrait en trouver d'autres, conservateurs, progressistes. Et ce qui est intéressant, ça le dit, c'est de voir le nombre de fois où on a annoncé la fin du clivage gauche-droite. Je pense qu'on pourrait faire une chronique de l'histoire, la chronique nécrologique de la fin du clivage gauche-droite. On l'annonce quasiment tous les soirs. Mais qui toujours finit par renaître d'une manière ou de l'autre. Parce qu'il témoigne néanmoins d'une forme de... Vous êtes en train de nous dire que tout change pour que rien ne change? Que le système se transforme pour revenir... Je n'irai pas jusque-là, peut-être à certains égards, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est on voit émerger de manière caricaturale, dans le débat de l'entre-deux tours, la question finalement souverainiste, mondialiste, pour reprendre le vocabulaire d'un des deux camps. Je ne suis pas certain, cela dit, que tel que configuré en ce moment, ce débat donne autre chose finalement qu'une représentation réduite et caricaturale de ce qui est pourtant un débat nécessaire. Mais pour qu'il soit mené de manière intéressante, ça ne doit pas être présenté comme le camp du bien contre le mal. Les deux prochaines semaines risquent de s'écrire à partir de cette encre. Claude, je vais vous laisser réagir dans un instant, parce que je voudrais qu'on s'arrête juste un moment sur le terme renouvellement, promis quand même d'abord, surtout par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette promesse et cette réalité? On est venu sur justement cet enchaînement de mots et de concepts utilisés par le candidat. On voit ça avec Cécile Sixou. Nouveau souffle, besoin de changement, les Français veulent voir de nouvelles têtes et ils le disent dans les urnes. Tout d'abord en plaçant à la première place de la présidentielle 2 candidats inattendus il y a encore quelques mois. Dans les études, ensuite en se disant favorable au non-cumul, à la limite d'âge aux élections ou encore au non-renouvellement des mandats plus de 2 fois. Et il y en a un qui l'a bien compris, Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, propose carrément de présenter aux législatives une moitié de candidats novices en politique et une autre moitié issue du monde politique cette fois. Mais pour se présenter sous l'étiquette d'En Marche, il faudra faire un choix, quitter son parti. Une demande qui fait grincer des dents les socialistes comme Manuel Valls, qui a rallié Emmanuel Macron avant le premier tour. Claude Posternac, voilà pour cette, je vais dire, ce paysage du renouvellement. Vous y avez cru avant, vous y croyez toujours, vous y croirez après? Écoutez, moi, ça fait des mois sur ce plateau que j'annonce qu'on aura un deuxième tour. Restez cohérent avec nous-mêmes, hein. Vous allez nous dire la même chose. J'ai annoncé un deuxième tour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, pour une raison simple, et c'est indispensable de le comprendre, c'est la géographie politique aujourd'hui en France, elle est résumée par les études chaque année de Cevipof. Il y a 3 éléments qui sont fondamentaux pour comprendre ce qui se passe, et pas simplement depuis janvier 2017, mais c'est des études qui donnaient les mêmes résultats en janvier 2016 et en janvier 2015. 3 choses. La première des choses, c'est lorsqu'on interroge les Français pour savoir s'ils ont confiance dans quel type de catégorie socio-professionnelle. Ce qui est tout à fait nouveau, ils mettent maintenant en haut à 82% les patrons de TPE, PME. Et tout en bas, à 9% les femmes et les hommes politiques. C'est-à-dire, il y avait un facteur dans lequel Emmanuel Macron a su s'inscrire. 91% des Français n'ont plus confiance dans les femmes et les hommes politiques. Première chose. Deuxième élément, lorsqu'on interroge les Français, la suite logique de ce qu'a été la rupture de Nicolas Sarkozy et le changement de François Hollande, c'est que les Français considèrent à 75% qu'ils ne voient plus de différence entre la droite et la gauche. C'est quand même un élément fondamental pour comprendre la recomposition de ce qui se passe dans ce pays. Et le 3e élément, à 71%, ils considèrent que les femmes et les hommes politiques sont corrompus. Donc on est dans une crise majeure de confiance dans les élites. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on dépasse justement le cadre de la droite et de la gauche classique et qu'on revient paradoxalement aux sources même de la Ve République, c'est-à-dire une Ve République qui va dépasser le cadre qui était le cadre gaulien que vous connaissez, justement de ce clivage de la droite et de la gauche. Ces 4 pôles vont devenir 3 pôles. Vous allez avoir un pôle de gauche idéologique qui va se reformer. Vous allez avoir un pôle de droite dure, sur lequel il pourrait y avoir des alliances du Front National et d'une partie de la droite dure. Et au centre se dessine un nouvel espace qui va de la gauche réaliste au centre-gauche, au centre et au centre-droit. Et la donne va radicalement changer. Donc on revient dans un rapport à 3, mais un rapport à 3 sur lequel on vit depuis un moment, puisque je vous rappelle, on vit quand même depuis un moment avec Front National, gauche et droite. Mais c'est alimenté autrement. Je crois effectivement Emmanuel Macron incarne politiquement un vieux fantasme français, qui est un peu le fantasme giscardien à certains égards, c'est-à-dire le rassemblement des modérés et des raisonnables autour d'une politique qui serait optimiste à certains égards, gestionnaire,
Et c'est le fameux cercle de la raison dont on nous parlait au début des années 90. Et je crois, cela dit, il y a quelque chose qui caractérise Macron, c'est un candidat d'une forme d'adaptation, de réconciliation avec l'esprit de l'époque. C'est-à-dire, la plupart du temps, dans la politique française, on sent un sentiment critique à l'endroit de la mondialisation. On ne l'adopte en fait qu'avec quelques grincements de dents. On accepte finalement la mondialisation sans véritablement la célébrer, ce qui est une posture tout à fait légitime par ailleurs. Je crois qu'on se retrouve avec Emmanuel Macron, avec quelqu'un qui porte de la mondialisation comme une promesse et qui nous dit vous transcendez vos réserves, transcendez vos peurs, transcendez vos inquiétudes. Moi, je suis celui qui est en marche, pour le dire ainsi. Dans une mondialisation heureuse, on cherche quelquefois à en faire le cousin français de Justin Trudeau. Oui. À certains égards, la comparaison est bonne. C'est-à-dire, voilà deux hommes de la réconciliation, effectivement, avec l'esprit de l'époque, le multiculturalisme, une forme de cosmopolitisme déclaré, une volonté de relativiser les frontières, une volonté de relativiser les cultures nationales. Mais au même moment, le contexte canadien et le contexte français ne sont pas du tout les mêmes. Et s'il est très facile d'être multiculturaliste au Canada, c'est un peu plus compliqué en France. Sur une question, Claude Pasternak a décrit l'état de notre pays avec la crise dont tu parles, notamment politique, mais on peut aller plus loin, idéologique. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, c'est le symptôme de cette crise, que c'est le candidat qui est arrivé au bon moment Option 1, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il est vraiment en cohérence avec les aspirations profondes du pays, ce candidat? Je pense que pour l'instant, il me semble en accord avec les aspirations très certainement du système médiatique. Pour ce qui est des profondeurs du pays, dans un pays qui, à ce que j'en sais, pour l'instant, témoigne d'une forme d'euroscepticisme profond, a témoigné aussi d'une méfiance envers, on pourrait dire, certaines dérives des politiques d'immigration massive. Dans un pays qui semble très inquiété par la question identitaire, je serais surpris de voir ces aspirations qui me semblent, elles, profondes, disparaître d'un coup avec la réconciliation avec le nouveau roi du moment, pour le dire ainsi. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sans talent, ce qui ne veut pas dire qu'il ne saura pas jouer la carte de la réconciliation. Mais je crois qu'il y a des aspirations que l'on nommera par convenance conservatrices, qui poussent en France depuis plusieurs années et qui ne disparaîtront pas simplement au lendemain du deuxième tour. Et qui ne pourra pas mettre sous le tapis, Claude Pasternak. Non, et puis je pense que c'est une nouvelle génération. Ce qui est quand même frappant autour d'Emmanuel Macron, les gens qui entourent Emmanuel Macron... Mais il y a différentes générations quand même, hein. Non, moi je vais parler du moteur. Vous êtes dans le cœur du réacteur. Il y a un réacteur aujourd'hui qui fonctionne. Et d'ailleurs, tous les ralliements, je fais juste une parenthèse, c'est des ralliements, point à la ligne. Et Emmanuel Macron a négocié avec... De la 25e heure. Oui, et il a négocié avec personne. Ils seront sur la touche. De toute façon, il a très bien expliqué, il l'a dit clairement, dans mon gouvernement, il n'y aura aucun ancien Premier ministre. Ancien ministre, pardon. Oui, mais sinon, c'est pas beaucoup. Aucun ancien ministre. Bon, donc au moins les choses sont claires et les choses sont figées. On est quand même, on l'a balayé un petit peu vite, mais quand même c'est extrêmement important. Je vous rappelle qu'à un premier tour a disparu les deux partis républicains qui, depuis la libération, se retrouvaient systématiquement l'un face à l'autre. Bon, c'est une humiliation volante. Je rappelle aussi qu'on a éliminé en cours de route quand même M. Sarkozy, M. Alain Juppé, François Hollande, Manuel Valls et consorts. Donc on est quand même dans un changement extrêmement profond, avec une nouvelle génération qui vient, avec moins de réticence. C'est-à-dire que la situation française a été gelée par des peurs. Pourquoi les Français sont arrivés à penser que la gauche et la droite... Qu'est-ce que le macronisme? Parce que là, vous me faites la conséquence de ce système qui périclite, mais qu'est-ce que le macronisme pour vous, tout simplement? Mais déjà, le macronisme, c'est une responsabilité politique. Je m'explique. Je pense qu'il y a le plus intéressant dans ce qu'a dit... alors, Emmanuel Macron a donné beaucoup d'items dans le renouveau, mais il y a une chose fondamentale. Lorsqu'il parle de ce gouvernement, alors ils seront 16, 15, 16, etc. Mais le plus important, c'est de dire, pour la première fois, on va responsabiliser les ministres. Les ministres seront pris sur un contrat. Au bout d'un an, le contrat sera réalisé ou pas. Et ça rentre en résonance avec le pays pour une raison simple. Pourquoi les Français aujourd'hui sont dans un rejet du système politique? Parce qu'ils acceptent bien les élites à une seule condition, c'est que les élites réussissent. Ils va les juger sur quoi? Avec une note? Mais il y a une forme de logique managériale dans tout ça. Vous avez des contrats, mais il faut, quand vous êtes dans un pays où d'un seul coup on décide des portiques et le lendemain on les annule et que ça coûte 1 milliard et qu'il n'y a personne qui est responsable, les Français ont le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures dans ce pays et ils veulent finir avec ça. Ils veulent une responsabilité au plus haut niveau de l'État et à tous ces échelons. Je me permettrai enfin un petit éloge du dissensus, c'est-à-dire la politique consensuelle, me semble-t-il, en vient à neutraliser la politique. C'est-à-dire lorsqu'on en vient à dire que finalement nous sommes tous d'accord et qu'il y a simplement des différences de nuances entre nous, ce n'est plus un débat politique. Un débat
débat politique est un débat où des principes, des visions contradictoires s'affrontent de manière civilisée, s'affrontent de manière raisonnable, mais s'affrontent néanmoins parce que ce sont des passions différentes qui s'investissent dans la cité. Ce sont des aspirations différentes, ce sont des idéaux différents. Et si on n'est pas capable de réhabiliter cette idée d'un conflit politique qui n'est pas que consensuel, qui n'est pas que managérial, qui n'est pas que gestionnaire, et où les philosophies contradictoires sont capables de s'affronter mutuellement sans pour autant se diaboliser, sans pour autant s'exclure du champ de la légitimité démocratique, si on exclut ça, alors là, on favorise ce sentiment d'aliénation de la population qui dit la politique, oui, mais à condition que la politique soit autre chose, justement, que la simple gestion du quotidien avec un sourire télémarketing. Bon. En tous les cas, vive le débat. Il a été apaisé entre vous. Messieurs, on renouvellera, si vous voulez, cette invitation quand vous serez là avec grand plaisir, Mathieu Bock-Côté et Claude Posternac. On va voir à l'épreuve des faits comment va se poursuivre cette campagne de second tour. On arrive, quant à nous, à la fin de cette émission. Raccourci aujourd'hui, tout simplement pour respecter l'égalité des temps de parole, puisque à suivre, c'est l'émission L'épreuve de vérité, les moments choisis. L'invité, hier, c'était François Bayrou. Ce soir, ce sera Florian Philippot. Quant à moi, je vous retrouve demain à 22h avec plaisir.